Bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Hervé Asquin. Hervé Asquin, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire comme souvent, on ne vous présente plus, quoique vous avez une longue carrière, une carrière extraordinaire, institutionnelle, politique, académique, scientifique. Mais si vous êtes sur FNRS.tv, c'est parce que vous êtes en lien avec le FNRS depuis très très longtemps. Vous avez fait une carrière au FNRS. Je suis un ancien. Oui. Et vous êtes un ancien. Vous avez été aspirant, vous avez été stagiaire avant aspirant, c'est un statut qui n'existe plus maintenant, stagiaire, aspirant, chargé de recherche, chercheur qualifié, et puis vous avez poursuivi votre carrière à l'université de Bruxelles, l'ULB, vous êtes devenu professeur ordinaire et puis recteur, on en parlera. C'est une époque où le FNRS était toujours national, une époque où la science, la recherche, le FNRS, c'était quelque chose de très différent de ce que vous connaissez actuellement. Mais il faut se resituer dans la période des années 60, 70. Nous sommes ici à la Fondation universitaire. Je rappelle que moi, quand je suis entré au FNRS le 1er octobre 1964 comme stagiaire, mais le siège du FNRS était en fait dans les bâtiments de la Fondation universitaire. Ce n'est que plus tard que, j'allais dire, le FNRS a eu son propre bâtiment quelques mètres plus loin dans la rue d'Egmont. Mais le chercheur était totalement déconnecté par rapport à l'institution. Il était plus intégré dans les universités qu'il ne l'est maintenant ? Il était intégré, oui et non. En tout cas, il était libre. Oui. Ce qui est une des grandes caractéristiques. J'estime que j'ai eu cette chance d'avoir presque été en permanence mon propre patron. Et j'ai eu la chance d'avoir un directeur de mémoire et un patron de thèse de doctorat qui vous donnait la chance de disposer d'une bourse de recherche qui vous aide, qui vous appuyait, mais dans ma recherche, j'étais totalement libre. Donc, ce n'était pas quelqu'un de directif. Je ne suis pas sûr que je l'aurais supporté d'ailleurs. Et moi-même, j'ai dirigé pas mal de thèses de doctorat par la suite. J'estime que le rôle du patron, c'est de donner une chance au chercheur, et puis c'est à lui à montrer ce dont il est capable. Je vous avouerai que le cocooning, j'ai ça en horreur, je ne l'aurais pas supporté à titre personnel et je ne l'ai jamais affligé à quiconque. Alors, vous avez poursuivi votre carrière, vous êtes devenu professeur ordinaire à l'ULB et puis recteur de l'ULB, et en tant que tel, membre du bureau, membre du conseil d'administration du FNRS, président. Et donc, ça veut dire que l'importance de la présence des recteurs francophones au sein du bureau du FNRS, c'est une importance qui est pour vous essentielle. Mais écoutez, oui, j'étais donc comme recteur, j'ai siégé au FNRS qui était encore national. Nous avions parfois des réunions, je vais dire nationales, avec les recteurs néerlandophones, mais c'était déjà l'occasion pour les recteurs francophones de se voir entre eux. Moi, à l'époque où j'étais recteur au début des années 80, je l'étais en même temps que Monseigneur Massot, recteur de l'UCL, le père Troisfontaine, qui était recteur à Namur, M. Betz, qui était recteur à Liège. J'étais jeune, ils auraient tous pu être mon père, n'est-ce pas? Donc j'étais considéré un peu comme le jeuneau, à juste titre, dans le milieu. En tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, vous avez aussi été membre du bureau et du conseil d'administration. Et ça, c'est important que le secrétaire perpétuel de l'Académie, en soi, fasse partie de ce conseil d'administration. Je trouve que oui, parce que l'Académie royale est certainement l'institution la plus pluraliste du pays. En ce sens qu'on y retrouve des savants, des grands intellectuels, issus de tout le monde universitaire, des artistes, etc. Donc, c'est une institution extraordinairement diverse. Et que, par ailleurs, quand vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, vous avez déjà un certain âge, vous avez une longue expérience. Moi-même, en plus, j'ai siégé pendant 10 ou 15 ans dans des commissions scientifiques du FNRS. Donc, pour moi, le FNRS, c'est une longue partie de ma vie professionnelle. Et donc, j'estime, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant les 10 ans où j'ai siégé au titre de secrétaire perpétuel, d'avoir le regard de l'extérieur, d'avoir une liberté de ton et de parole qui me permettait d'envisager pas mal de questions en débat du point de vue de Sirius, si je puis dire, sans me sentir directement impliqué par telle université ou telle université
ce qui me semble être un avantage. Alors, vous avez lancé beaucoup d'initiatives à l'Académie royale, hein, notamment en Académie TV et d'autres initiatives de vulgarisation, on peut le dire comme ça, du savoir. Est-ce que vous considérez que le chercheur, et peut-être singulièrement le chercheur FNRS, a cette obligation de vulgarisation et doit avoir ce talent et cultiver ce talent-là? Oui. Là, je suis catégorique, oui. Prenons l'exemple de l'Académie. Ben, elle a le rôle, j'allais dire, traditionnel qu'on est en droit d'attendre d'une institution scientifique. C'est un lieu d'échange scientifique. C'est un lieu qui est un conservatoire du savoir. Mais je crois que plus que jamais, aujourd'hui, les institutions scientifiques et académiques doivent pouvoir s'impliquer dans la vie sociétale. Il faut pouvoir vulgariser son savoir. Quand je dis vulgariser, ce n'est pas négatif, n'est-ce pas? Il faut rendre le savoir accessible au plus grand nombre. C'est un service que l'on rend à la recherche. Ce n'est pas en vivant dans sa tour d'ivoire, en jargonnant et en tombant dans un langage purement ésotérique que l'on va faire comprendre à la société l'importance de la recherche. Je crois qu'aller à la rencontre de la population, à certains moments, écrire des articles, parfois dits de vulgarisation, ce n'est pas péjoratif, c'est simplement accepter de se faire comprendre par le plus grand nombre, et ça rend service à la recherche, ça rend service aux chercheurs. Pour terminer, Hervé Asquin, le plus grand défi du FNRS dans les 10-20 années à venir, c'est quoi? C'est son financement, c'est le maintien et l'accroissement de son financement, par exemple? Oui, c'est le financement, et deuxièmement, garder son indépendance par rapport au pouvoir politique. Il est évident que j'ai eu l'occasion, au travers de l'histoire du FNRS, de vivre parfois des tentatives de contrôle étroit de la vie du FNRS. Ce qui fait le charme du FNRS, ce qui fait son originalité, c'est aussi son indépendance. Seulement, il faut répondre aux attentes. Ça, c'est une évidence. Mais si on maintient les règles qui sont les nôtres aujourd'hui, privilégier la qualité scientifique, avoir des jugements internationaux, etc., ben, je crois que le FNRS aura toujours sa raison d'être et que c'est la meilleure défense qu'il puisse avoir contre les interférences politiques. Merci beaucoup Hervé Asquin. Merci de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet fnrs.be, sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. Merci.